Beaucoup de monde, si tu connais un peu la courbe de Dunning-Kruger, ils auraient chuté très rapidement. En fait, ils auraient eu ce pic de confiance la première semaine, les 2 premières semaines. Et après, ils auraient vu que ça marche pas. J'ai voulu partager ça en me disant, c'est pas si compliqué que ça. Je sais que sur le papier, c'est dur. La preuve, moi, j'ai mis 35 ans à me débloquer. Mais au final, une fois que vous êtes débloqué, ça change votre vie. Parce que vous vous sentez libre. Mais c'est vraiment, dès que je vois quelqu'un qui réussit, il a quoi de plus que moi? Il a rien de plus que moi. Bah, je peux le faire aussi. Ok, il a des méthodes de travail. Ok, bah, je vais écouter ce qu'il me dit, je vais faire la même chose que lui. C'est ici, c'est impossible, il t'arrive quelque chose. C'est que là, tu te balades avec ta montre, il y a rien en fait. Alors que j'imagine, tu vas pas aller à Paris te balader comme ça. Tu vas faire ça. Sur Internet, sur l'échelle de la tu as en niveau 1, tu as peut-être et après les coachs en séduction. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est avec Sébastien Espinoza, que vous connaissez sûrement, qui a été dans le monde du business en ligne un petit peu, que ce soit avec Road to Condor, avec le trading et maintenant dans le business en ligne en général. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Moi, c'est mon premier podcast. C'est mon premier podcast. Je pensais avoir un peu plus de stress. Malheureusement, je n'en ai pas. Ça n'accélère pas. Mais je vais essayer d'être sérieux. Donc, les gens en général me connaissent de Road to Condor. Donc, c'était, on va dire, dans la séduction pour hommes, pour aider les hommes à prendre confiance en eux et faire de belles rencontres en dehors des réseaux sociaux, des applications de rencontres. Donc, ça, c'était un peu ma marque de fabrique. On va dire, j'ai fait ça pendant, je continue, mais ça fait 5 ans. Et là, depuis un peu moins d'un an, maintenant, je me lance dans l'accompagnement pour coacher les personnes qui souhaitent se lancer en ligne, dans le business en ligne. Voilà. Donc tous les coachs, consultants qui ont une expertise, qui souhaitent monétiser, eh bien je les accompagne pour créer du contenu, fidéliser une audience et vendre leur accompagnement. Voilà. Le but de ce podcast, c'est un petit peu de parler un petit peu de nos business respectifs, nos échecs, nos réussites, parler un petit peu de ce qu'on vous montre pas, ce qu'on vous dit pas, et parler un petit peu aussi de ce qu'on a appris sur Dubaï, parce qu'on est tous les deux nouveaux sur Dubaï, ça fait que 3 mois. Donc l'idée, c'est de parler un petit peu de tout ça pour que ça puisse un petit peu parler à l'audience et que ça puisse inspirer d'autres. Non, qu'est-ce que t'en penses? Let's go. Allez, let's go. Déjà, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là et comment t'es arrivé à Dubaï avec cette réussite fulgurante, quoi. Ça fait bizarre parce qu'à chaque fois on voit des podcasts, donc les gens doivent se présenter et là je me dis je dois raconter ma vie, je dois me présenter. Non, moi mon histoire elle est très simple. J'étais un peu comme Monsieur et Madame tout le monde à vivre ma vie comme ça avec des hauts et des bas, beaucoup de bas comme beaucoup de monde. Et un jour j'ai eu un déclic comme ça où je me suis dit je la fais brève mais bon on va dire c'est suite à la mort de ma mère où vraiment j'ai eu un déclic où je me suis dit c'est le cliché mais c'est le cliché de en fait il faut profiter de la vie, on n'a qu'une vie et que quand tu remets des rêves à plus tard souvent ces rêves tu vas jamais les réaliser. Et à l'époque j'étais employé, même si j'étais coach sportif, mais je bossais dans une start-up et en quelques mois j'ai décidé de tout plaquer. J'ai eu la chance de faire une rupture amiable. Donc j'ai pu toucher, à l'époque c'était 2 ans de chômage. Je savais pas ce que je voulais faire. D'ailleurs mes responsables, je leur avais dit écoute, je veux me lancer, je sais pas dans quoi. J'étais coach sportif, je me dis peut-être que je vais faire un peu coach lifestyle, coach coach de vie. Enfin, je crois que j'avais dit ça, coach de vie, nutritionniste. Et après je me suis lancé sur d'abord avec un blog, ça a pas marché. Après j'ai fait une première chaîne YouTube de développement personnel, pareil où je voulais parler de tout. Partir dans tous les sens, justement, quand tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne, donc ça n'a pas du tout marché. Ça faisait 20 vues, je faisais 15 vues, 20 vues par vidéo, et c'était parce que c'était de la famille, des amis qui regardaient mes vidéos, et je partageais sur Facebook, à l'époque j'étais sur Facebook, je partageais comme ça, et les seuls commentaires que j'avais, c'était la famille, genre un cousin qui disait « super cousin, trop bien ta vidéo », et en fait, voilà, donc... Et après, pour le fun, j'ai tenté, on en parlait tout à l'heure pour moi, comme j'avais appris au final le montage, j'avais pas perdu de temps, mais j'avais appris à faire du montage, à parler devant la caméra, à apprendre un petit peu comment fonctionnent j'avais appris comment fonctionnaient un peu les tunnels de vente. Et pour le fun, j'ai tenté de créer une nouvelle chaîne YouTube, Road to Condor, où là c'était un peu un apprenti séducteur qui était débutant. Et à l'époque, personne n'avait fait ce concept-là. C'est-à-dire qu'il y avait des coachs en séduction, des gens qui étaient là, qui montraient leur expertise. Bon, en général, les gens sont détestés parce que c'est le... Non, j'allais dire. Après, je sais pas si là, c'est toi, comme tu peux tout dire. On dit tout, on censurera. Oui, tu peux tout dire. Mais comme dirait l'autre, sur Internet, sur l'échelle de la tu as en niveau 1, tu as peut-être et après les coachs en séduction.
Tu vois, c'est-à-dire que les gens les plus détestés d'Internet, c'est ça, t'es dans le top 3, tu vois. Donc, mais moi, justement, j'avais pas cette casquette-là. Donc, quand je me suis lancé, comme moi, je me suis mis à leur place en disant, je suis débutant, je découvrais ça. Parce qu'en fait, c'était un peu ma révélation. J'avais 35 ans, la première fois de ma vie que j'ai osé parler à une fille comme ça, que j'ai croisée dans la rue. Donc, aborder une fille. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça à l'âge de 35 ans. Alors que toute ta vie, tu voyais des jolies filles, tu passes pas à l'action, tu te sens frustré. Et c'est ça qui avait fait une sorte de révélation en moi. Et parce que c'était le jour de l'enterrement de ma mère que c'est arrivé. Donc bref, c'est une longue histoire, mais bon, il y a une vidéo sur ma chaîne où je raconte tout ça. Et j'ai voulu partager ça en me disant, c'est pas si compliqué que ça. Je sais que sur le papier c'est dur. La preuve, moi j'ai mis 35 ans à me débloquer, mais au final, une fois que vous êtes débloqué, ça change votre vie parce que vous vous sentez libre. Tu vois une fille, t'as envie d'y aller, t'y vas, tu tentes ta chance. Après t'es gentleman, respectueux évidemment, mais tu vas avoir beaucoup plus de chances que si t'es là comme ça sur les réseaux où t'auras 0 match, etc. Et en fait, ce concept-là, il a cartonné. Donc ça, c'était en janvier 2019. Et ça a pris très vite, donc tout de suite, enfin très vite, j'ai eu peut-être au bout de... Enfin non, très vite, enfin là je dis très vite parce que ça fait 6 ans que je fais ça, mais en fait au bout de 5 mois, j'ai dû mettre 5 mois pour atteindre 800 abonnés. Après j'ai une vidéo qui a buzzé, c'est une vidéo où j'ai abordé une flic, une femme policière. Okay. La vidéo, elle a fait presque 1 million de vues. J'ai gagné peut-être 10 000 ou 12 000 abonnés en une semaine. Puis 3 semaines après, j'ai eu une vidéo qui a à nouveau buzzé, qui a fait pareil beaucoup de vues et j'ai regagné 10 ou... Bref, je suis passé de 800 abonnés à presque 30 000 abonnés en l'espace de 3 semaines. Et après, après, c'était lancé. Parce qu'après, chaque vidéo faisait 60 000 vues, 100 000 vues. Alors que moi, j'avais rien prévu. J'avais pas prévu d'être coach en séduction. Alors, même, je ne considère même pas coach en séduction, mais j'ai pas prévu. Moi, j'étais coach sportif à l'époque. Okay. Donc, en fait, je donnais des call to action pour dire, si vous voulez un programme muscu, etc., contactez-moi, vous avez mon lien. Et je bookais des fois des calls. Enfin, je savais pas faire de closing high ticket à l'époque. Mais en fait, on calait des séances de muscu. Des fois dans le parc le bois de Vincennes, des gens, des abonnés qui m'avaient vu dans les vidéos de caméra cachée de séduction. Et au début, c'était comme ça. Et petit à petit, des gens m'ont demandé si je pouvais les aider pour aborder des filles. Et donc après, moi, j'ai mis ça en scène. Donc voilà, pour la faire brève. Après, j'étais, on va dire, le premier à prendre, plutôt que de moi me mettre en avant, même s'il y a quelques anciennes vidéos où c'était moi qui me mettais en avant, le débutant qui essaie de progresser. C'est pour ça que j'étais bien vu. C'est pour ça que je parlais par rapport à tout à l'heure, que moi, j'ai été, on va dire, assez vite accepté par, on va dire, l'audience, parce que justement, ils s'identifiaient. Ils disaient, en fait, lui, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui montre, tu sais, qui va afficher son expertise. Vous êtes nul, je vais vous expliquer comment faire. Non, c'est moi, je faisais les mêmes erreurs qu'eux. Ils s'identifiaient. Et petit à petit, j'ai progressé. Des gens m'ont demandé des conseils. Et donc, petit à petit, c'était pas le but, hein, petit à petit, j'ai commencé à faire des coachings comme ça sur le terrain. Et après, c'est devenu un business. L'année dernière, voilà, j'ai dû faire peut-être, voilà, je sais pas, on regarde le chiffre, on s'en fout, hein, voilà, 300K. T'étais vite rentable quand t'as commencé non, le coach en séduction? La chaîne, elle a démarré janvier 2019 et j'ai touché le chômage, je me souviens, jusqu'en septembre 2020. Donc 1 an et demi après, Okay. je touchais encore le chômage. Je touchais 1800 à l'époque, 1870. Et je me souviens, je crois, donc ça devait être, donc je pense que c'est septembre. C'est où tout ça? Je pense que c'est septembre 2020 où j'ai touché pour la première fois, parce que j'ai créé un club à l'époque et c'est ça qui a commencé à me rapporter des revenus. C'est des petits revenus. Aujourd'hui, c'est des petits revenus quand j'y pense. Okay. Mais à l'époque, c'était énorme parce que moi, je gagnais pas grand chose et j'ai fait mon premier mois à 6 000 € de chiffre d'affaires et pour moi, c'était énorme. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que les gens pensent que tu réussis du jour au lendemain. Ouais. T'as pris 1 an et demi avant de percevoir ton premier 6 000 €. Donc, t'as attendu 1 an et demi où t'as jamais lâché, t'as toujours persévéré, t'as toujours été focus, la même rigueur de travail pour arriver à ce résultat-là. Tu vois, ça a pris quand même 1 an et demi. Beaucoup de monde, si tu connais un peu la courbe de Dunning-Kruger, ils auraient chuté très rapidement. En fait, ils auraient eu ce pic de confiance la première semaine, les 2 premières semaines, et après ils auraient vu que ça marche pas, et ils auraient stoppé directement leur business. Là, elle est là la différence. C'est pour ça que tu es différent par rapport aux autres. Et je pense que c'est pour ça qu'on est même différents nous deux. C'est qu'au début, on a galéré, on n'a pas réussi dès le début, on a persévéré, on a cru en nous, et on savait que avec du travail, acharnement, persévérance, obligatoirement, tu allais avoir des résultats. Et là, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as attendu quand même 1 an et demi. Et ça, il faut le dire que les résultats, ça arrive pas du jour au lendemain. C'est du travail. OK, il y a des remises en question, il y a des doutes. Ça fait partie du processus. Mais à la fin de l'action que tu auras mis en place, toutes les petites actions que tu mets en place chaque jour, ça prendra le temps que ça prendra, mais il y aura des résultats. Donc ça, c'est super important de le signifier et de le souligner surtout. Et je pense
que c'est parce que on approchait la fin de mon chômage, parce que ça s'arrêtait parce que mon chômage, j'ai commencé à le toucher je crois que c'était en septembre ou octobre 2018, et donc il s'arrêtait en septembre ou octobre 2020. Donc c'est pour ça que c'est pas un hasard si j'ai touché 6 000 euros 1 ou 2 mois avant la fin de mon chômage, parce que je sentais que j'étais au mur. C'est comme tous ceux qui sont au chômage. Ouais. Et voilà, quand on arrive à la fin, comme par hasard, en 2 semaines, ils trouvent un job. Voilà. Ouais. Moi, c'est pareil. C'est que je pense que le fait d'avoir créé le club, le fait de m'être lancé. D'ailleurs, j'avais payé une formation quelques mois avant. Ça devait être en avril ou en mai. Une formation qui à l'époque pour moi c'était très très cher, c'était 5 200 euros. J'avais payé une formation de high ticket, de closing, mais qui était très très, très bien, hein, qui m'a beaucoup aidé. Et ça de fil en aiguille. C'est pour ça qu'en fait, je pense que en voyant le terme de mon chômage, je me suis dit, là, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, j'ai mis, inconsciemment ou quoi, j'ai mis les choses en place pour créer ça. Donc après, j'ai eu mon premier mois à 6 000. Le lendemain, le mois suivant, j'ai refait 6 000. Et après, je crois que ça a été 11 000, 15 000, 20 000. Après, bon, c'est toujours comme ça. Ouais, ça et après, voilà, donc c'est après, une fois que c'était lancé... De toute façon, après, t'es jamais satisfait, parce que une fois que tu fais des 20 000, si jamais le mois suivant tu fais 13 000, tu fais, qu'est-ce que c'est que ce mois de merde? Ah oui, c'est ça. Et j'imagine que les millionnaires, c'est pareil. Ils font 1 million. Si le mois suivant, ils font 600 000, ils comprennent pas. Ils font, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, ouais, totalement. Ça, c'est vraiment bizarre. Ouais. Après, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu es dans un business où tu es tout seul dans ta chambre, ou alors tu es tout seul dans la rue, tu te lances tout seul. T'avais quelqu'un qui t'accompagnait ou? Non, j'étais tout seul. Bah, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps. C'est le cliché, hein, de dire oui, j'étais pas accompagné, j'étais pas formé, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait l'erreur de d'abord me lancer et créer du contenu, et après m'adapter à mon audience. C'est-à-dire que j'ai créé une offre en fonction des gens qui me regardaient. Ça, c'est une erreur. Ouais. Parce que forcément, la niche dans laquelle j'étais, c'était plus des étudiants, des jeunes, et c'est compliqué, tu vois, de vendre cher, même si j'ai réussi. Voilà. Alors que là, il y a des niches, par exemple, cette niche, elle est beaucoup plus facile. C'est ça. Moi, pour revenir un petit peu, pour faire le parallèle avec mon business, c'est que moi aussi, je m'étais lancé tout seul. Enfin, j'avais pris un ami avec moi sur lequel on s'était lancé dans le courtage en assurance, de par les faits divers qu'il y a eu autour de moi. J'ai pu me lancer dans le business du courtage en assurance. Et là où je pense que je suis allé beaucoup plus vite que les autres et que j'ai eu des résultats au bout de 2-3 mois, c'est parce que j'avais quelqu'un qui m'accompagnait. J'avais vraiment un mentor qui me prenait par la main de A à Z, qui me montrait toutes les astuces, toutes les solutions qu'il fallait mettre en place pour scaler dans ton business et pour faire tes premiers chiffres. Je pense que c'est vraiment primordial d'être accompagné dès le début. Je sais que beaucoup ont l'ego de pas vouloir être accompagné, de se dire, OK, moi, je sais faire tout ça, juste avec des vidéos YouTube, je peux réussir. Alors oui, tu vas avancer, mais tu vas avancer beaucoup plus rapidement en ayant un coach ou un mentor qui t'explique de A à Z, qui a fait des gros chiffres et qui va te montrer les épreuves qu'il a eues et comment les esquiver, tu vois. Je pense que c'est super important pour moi d'avoir un coach, et d'ailleurs, en tout cas, moi, c'est grâce à ce mentor-là qui m'a permis de faire 0 € à plus de 10 000 € au bout de 3 mois, tu vois. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, si tu veux aller plus vite, il faut pas hésiter à mettre la main à la poche pour prendre une formation ou un coach pour que justement il t'aide à aller chercher les objectifs que tu veux, quoi. Je sais que ça fait cliché parce qu'à chaque fois les gens entendent ça et disent oui, ils font exprès comme par hasard pour dire après il faut acheter les formations. C'est ça, mais en fait les gens qui m'ont formé, les gens qui t'ont formé, eux-mêmes se sont formés. Et les gens qui les ont formés se sont formés par d'autres, etc. C'est comme là, il y a des gens qui se font coacher à 100 000 € les coachings. Hein. Ouais. Ça, il y en a, ils se font mentorer par, même dans le développement personnel. David Laroche, il fait peut-être des closings, il accompagne des PDG du CAC 40, il les close à 100 ou 150 000 € l'année. Voilà. Lui-même, il va payer des coachings, ça se trouve, avec Anthony Robbins, où il va payer 1 million. Et c'est comme ça, en fait. Et parce qu'en fait, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps et ça t'évite de refaire les erreurs. Parce que c'est bien d'apprendre de ses erreurs, c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Donc quelqu'un qui a atteint les objectifs que tu souhaites atteindre, si tu l'écoutes, tu vas aller beaucoup plus vite. En fait, ça te fait gagner du temps, mais ça te fait aussi gagner de l'argent. Parce que là, peut-être, tu vas payer une formation 2 000, 3 000, 4 000 €, mais vous vous rendez vraiment pas compte de l'efficacité que c'est d'avoir un coach. Si le mec, il fait 100 000 € par mois, d'accord? Il va te donner des astuces pour aller atteindre ces objectifs-là. Alors, certes, au début, tu vas pas aller faire les 100 000 € par mois. Par contre, tu peux aller faire les 3, 4, 5 000, 10 000 € par mois si t'es un peu plus rigoureux. Juste parce que tu as écouté ces méthodes de travail. Alors oui, je pense qu'il faut quand même de l'expérience, etc. pour aller atteindre les 6 chiffres. Il faut avoir un mental aussi pour aller les chercher. Mais je pense que c'est accessible à tous de faire 5
à 10 000 euros par mois. Moi, je suis vraiment convaincu, mais vraiment, hein, que c'est possible de faire 5-10 000 euros par mois à tout le monde. Tout le monde est possible tout le monde est capable de faire 5 à 10 000 euros par mois. Je pense vraiment que c'est le commun des mortels et que on n'a pas un cerveau plus intelligent que les autres. Vraiment, hein, si pour ceux qui le savent pas, moi je viens d'une famille très modeste, je n'avais rien. J'ai eu mon bac du deuxième coup, je l'ai même pas eu du premier coup. Mon permis, je l'ai eu du deuxième coup. J'ai tout eu du deuxième coup. Donc en fait, c'est juste ma persévérance. Et le fait d'écouter les autres, le fait de me motiver et de me dire dans ma tête, OK, si les autres l'ont fait, moi, je peux le faire. C'est vraiment comme ça que je me motive. Après toi, je sais pas comment tu fonctionnes, mais c'est vraiment, dès que je vois quelqu'un qui réussit, il a quoi de plus que moi? Il a rien de plus que moi. Bah, je peux le faire aussi. OK, il a des méthodes de travail. OK, bah, je vais écouter ce qu'il me dit, je vais faire la même chose que lui. Même si ça paye pas au bout de 2 semaines, même si ça paye pas au bout de 2 mois, même si ça paye pas au bout de 4 mois, je vais faire les mêmes méthodes de travail jusqu'à ce que ça paye. En plus, aujourd'hui, avec le système français, bah, t'as le chômage, t'as le RSA, tu peux avoir des petites sources de revenus qui te permettent de vivre, pas de ou peut-être même survivre, mais grâce à ces petites sources de revenus, tu vas pouvoir te focaliser sur d'autres business qui te permettront eux d'aller chercher les chiffres que tu aimerais avoir, quoi. Et je pense que c'est vraiment bien d'habiter en France, parce que je pense que sans le système français aujourd'hui, beaucoup ne seraient pas lancés. Toi-même, je pense que tu serais jamais lancé sans le chômage. Sans le chômage. Donc ça lance des carrières. Le système français, il faut pas le négliger et je pense qu'il faut l'utiliser pour tous ceux qui ont peur de se lancer. Mettez-vous au chômage, prenez bien sûr attention, hein, je dis pas qu'il faut le faire, mais pour ceux qui ont vraiment la crainte, ça coûte rien de faire un arrêt 3, 4, 5, 6 mois, tester des choses, que ça soit le courtage en assurance ou même d'autres choses, hein, pas forcément le courtage en assurance. Pour moi, ça a marché pour le courtage en assurance, mais ça peut marcher pour d'autres. Et vraiment tester et vous allez voir les bénéfices que ça fait, quoi. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur ça, parce que quand on fait rupture amiable pour toucher le chômage, maintenant il y a une nouvelle chose, parce que j'ai eu quelqu'un au téléphone là qui m'a parlé de ça. Apparemment, ça existe depuis pas mal de temps, mais je connaissais pas. Il y a rupture. Attends, comment ça s'appelle? Rupture transactionnelle. C'est comme une rupture amiable ou une rupture conventionnelle, c'est-à-dire que tu te mets d'accord avec ton employeur pour dire bon, écoute, j'arrête, mais tu pourras toi toucher le chômage. Eh bien, la rupture transactionnelle, c'est la même chose, sauf qu'en plus, il y a une transaction. Donc en plus, tu peux demander un billet supplémentaire en plus de ton solde de tout compte. Parce que dans tous les cas, tu prends ton solde de tout compte. Donc des fois, c'est souvent un gros billet, si ça faisait plusieurs années que tu y étais. Et donc non seulement tu vas avoir ton chômage, ton 100% de chômage, mais en plus, tu peux négocier un gros billet. En justifiant que, par exemple, ok, tu quittes, mais en même temps, tu resteras, par exemple, disponible pour former les nouveaux qui arrivent ou en mode astreinte, pour ceux qui connaissent un petit peu, de se rendre disponible comme ça et de négocier en fait un peu son départ comme ça. Donc non seulement on aurait le chômage et en plus un bon petit billet en partant. C'est ouf de se dire qu'aujourd'hui avec le système français, tu peux avoir des petits billets comme ça par-ci par-là que tu t'y attendais pas. Nous qui habitons à Dubaï, moi j'ai parlé avec plusieurs personnes, des Français mais aussi des Américains, des Anglais, des Russes, etc. Il y en a. Franchement, que le système français nous aide beaucoup parce que quand je regarde les autres pays, il n'y a pas cette aide-là. Il n'y a pas cette aide, cette sécurité, entre guillemets, de se dire, OK, j'arrête mon travail, j'ai quand même le chômage, j'ai quand même des revenus, ça me permet de me lancer. Dans d'autres systèmes, dans d'autres pays, c'est t'arrêtes de travailler, t'as rien. C'est fini. Mon pote, tu veux arrêter de travailler, tu travailles. C'est à la méritocratie sur d'autres pays. Donc, il faut vraiment profiter du système français. C'est à double tranchant parce que des gens comme toi ou moi, qui vont profiter du chômage pour justement se lancer, se dire ah tiens j'ai encore plus de temps pour développer mon business et on va augmenter le PIB. Enfin plus maintenant puisque j'ai quitté la France, mais en tout cas là ces 5 dernières années j'ai augmenté le PIB de la France avec tous les impôts que j'ai payés. Mais après il y a le revers de la médaille, c'est qu'il y en a qui justement parce qu'il y a tellement d'avantages, ils vont se dire c'est bon alors j'ai pas besoin de chercher de taf, de toute façon l'argent il rentre tout seul. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours avantage inconvénient c'est dans pour ça que ces choses-là. Ça dépend des personnes où sont leurs objectifs. Si les mecs ils sont là, ils sont contents de gagner 1200, 1500, 2000 euros, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on peut rien faire pour eux. C'est ceux qui ont vraiment une motivation, ceux qui ont vraiment des rêves qui sont atteignables parce qu'aujourd'hui tout rêve est atteignable. Moi jamais j'aurais pensé que j'aurais pu être à Dubaï, à Adresse, là où on habite, dans un putain d'appartement, avec des sociétés partout en France, une agence aussi à Dubaï. Jamais. Parce qu'on n'a pas dit, en fait, on habite dans le même immeuble. Ouais, on habite dans le même immeuble, effectivement. Ouais. Donc, jamais j'aurais pensé ça. Et surtout faire les chiffres que je fais aujourd'hui, à seulement 24 ans, jamais j'aurais pensé. Alors,
Je rêvais de ça. J'avais toujours ce rêve de me dire, putain, moi aussi j'ai envie d'être riche jeune, moi aussi j'ai envie de faire de l'argent jeune, j'ai envie de profiter de cette jeunesse dorée qu'on m'a pas donnée parce que j'ai pas drop dans un bon milieu. Et je pense que ça a été une force de pas drop dans un bon milieu. Ça m'a donné cette motivation et ça m'a donné le goût de profiter de ce que je gagne. Parce que je pense que si j'aurais drop dans une famille déjà riche, bah voilà, voyager en first class ou rouler dans une Lamborghini, je l'aurais pas savouré, tu vois. Ça aurait pas été savoureux. Donc, je pense que c'est aussi une chance d'être drop dans une famille modeste parce que tu savoures ce que tu as aujourd'hui. Et je pense que c'est important de savourer parce que pour pas perdre goût à la vie, quoi. Donc, parle-nous un petit peu, parce qu'on a parlé un petit peu de tes débuts, etc. Quelles ont été tes habitudes que tu as mis en place pour que justement tu te perfectionnes et que tu arrives à ces chiffres aujourd'hui? C'est tu refais. Moi, ça c'est, je pense, ce qui m'a fait perdre beaucoup. On en revient à le fait de se former, c'est que pendant quasiment 1 an et demi, c'était un peu comme ça au doigt mouillé, c'était en freestyle, tu vois. Okay. Et quand, comme moi j'étais comme toi, enfin, comme on va dire, j'ai jamais roulé sur l'or, ma jeunesse ou quoi. Déjà pour moi, j'étais content quand je faisais des coachings à l'époque. Quand j'y pense, c'est pas grand chose, mais je me souviens que quand j'ai commencé mes premiers tarifs, quand je faisais des coachings terrain, je crois que c'était 47 ou 57 euros les 2 heures, je crois. La session, en fait, qui était une session de 2 heures. Mais comme j'en prenais 3 en même temps, dans ma tête, je me disais, je gagne plus de 150 euros en 2 heures. Et pour moi, c'était énorme. Ouais. 150 euros en 2 heures, c'est incroyable. Et en fait, pendant très longtemps, je me contentais de ça. Et ça, c'est souvent un rapport qu'on a avec l'argent, et ça peut dépendre aussi de notre passé, de nos expériences et comment on a été élevé. Et en fait, moi, quand tu disais tout à l'heure que jamais t'avais imaginé gagner autant, bah moi c'était pareil. C'est-à-dire que moi, je me souviens que c'est un de mes mentors qui m'avait aidé pour me former au closing. Je sais plus quand, il m'avait contacté, peut-être fin 2019. Il m'avait dit, non mais tu verras, écoute-moi, tu vas faire des 10 000, 15 000, même 20 000. Et quand il me disait ça, je me disais, mais c'est sûr, c'est un menteur, il dit n'importe quoi. Alors que maintenant, si aujourd'hui je fais ça, je tu sais que pour la petite anecdote, c'est comme ça qu'ils m'ont appâté, moi, quand j'ai commencé le courtage en assurance, c'est qu'ils voulaient pas me dire que je pouvais gagner des 20, 50, 100 000 euros par mois, parce que comme on est dans un système français, en fait, ils me disaient, tu vas gagner 2 000 euros par mois, pour pas m'effrayer. Mais comme moi, je viens de la campagne, dans une petite ville à côté de Montpellier, pour moi, 2 000 euros par mois, c'était déjà énorme. Tu sais, j'avais 19 ans, 2 000 euros par mois, je signe, tu vois. Mais en fait, c'était une technique pour pas m'effrayer pour me dire en gros il me disait que je voulais pas te dire que tu pouvais faire 20, 50 000, 100 000, tu m'aurais jamais cru, tu serais jamais venu, tu vois, t'aurais cru des beaux parleurs. En fait, il a préféré me dire que tu pourras gagner 2-3 000 euros par mois pour que je vienne et que je vois l'envers du décor, je vois la puissance du business du courtage en assurance et que je me rends compte qu'en fait on peut aller scaler et faire des vrais gros chiffres, quoi. Donc c'est vrai que ça, quand on vient d'un milieu modeste, gagner 150 euros en 2 heures et tout, c'est vrai que c'est énorme. Et je rejoins ce que tu dis en réalité. Pour te répondre, c'est pour ça qu'au début, quand j'avais pas de méthode, c'était un peu comme ça au doigt mouillé. Donc toi, t'es content de prendre un peu d'argent comme ça, mais en fait, quand tu y penses, c'est rien comparé à si tu fais bien les choses. C'est un bon process, t'as une bonne méthode, un bon système. Où là, c'est surtout un système de vente où en fait, on te vend un petit produit. Je répète, j'ai fait un accompagnement. Non, je sais plus si j'en ai parlé, comme avant, j'ai tourné une vidéo, je sais plus ce que j'ai dit avant ou quoi, mais j'ai commencé par vendre d'abord des petits produits en abonnement à 19 euros. Je faisais aussi des formations. Et après, quand j'ai découvert les ventes d'accompagnement, donc high ticket, où là tu vends des prestations à plusieurs milliers d'euros, bah ça n'a rien à voir. Tu te rends compte du levier. Parce que là, on parle de, par exemple, quelqu'un qui veut gagner 5 000 euros par mois, bah ça sera beaucoup plus simple pour lui de faire 2 ventes à 2 500, donc trouver 2 clients qui va accompagner, qui va les suivre, il va les suivre pendant X semaines, où il aura vraiment un impact énorme sur eux. Donc, il aura des résultats. Les gens lui feront des témoignages. Donc, il y a l'effet boule de neige, le cercle vertueux qui s'enclenche. Ça, c'est beaucoup plus facile de faire 5 000 comme ça. Donc, 2 fois 2 500 plutôt que 50 ventes à 100 euros, tu vois. Trouver 50 personnes qui te donnent 100 ou 100 personnes qui te donnent 50, bon courage. Surtout que tu vas les aider à hauteur de 50 euros. Tu vois, donc il n'y aura pas vraiment de suivi. Et c'est vraiment quand j'ai fait ce switch-là, après, j'ai pas inventé la roue, hein, j'ai juste tout simplement acheté des formations, suivi des accompagnements, et mes coachs, mes mentors, ils m'ont dit il faut faire comme ça. Bah j'ai ok, je fais comme ça. Et après ça surtout qu'en fait beaucoup plus. moi je pensais, parce que moi j'ai beaucoup d'amis sur YouTube qui font de l'infoprenariat et qui vendent des coachings à 2 000, 3 000, 5 000 euros, et ça part vraiment comme des petits pains. Mais en fait,
je me suis rendu compte que même moi, en fait, à 19 ans, à 20 ans, je voulais prendre des formations. J'en ai même pris une à 2 000 € dans ma niche, justement pour me performer. Mais en fait, c'est très facile de vendre une formation aujourd'hui à 2 000 €. Tout le monde veut se former, tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde veut changer de vie. Donc, moi qui pensais, je pense que l'erreur que beaucoup de monde font quand ils se lancent, c'est qu'ils mettent des formations à 99 €, à 100 €, 150 €. Ça fait cheap. En fait, c'est que t'as pas de valeur à donner et en réalité, tu auras le même nombre de clients que si tu prenais une formation à 99 € ou que si tu faisais une formation à 2 000 €. Je pense honnêtement que tu as le même nombre de clients, c'est à toi de me dire. Mais de ce que j'ai entendu de par mes autres amis youtubeurs et infopreneurs, en fait, tu pouvais même faire beaucoup plus de ventes avec un produit à 2 000 € parce que la valeur perçue de ton produit est beaucoup plus élevée qu'un produit à 99 € où les personnes pensent qu'en fait c'est de la merde, quoi. Pour moi, il y a deux raisons qui pourraient, on va dire, valider, justifier de faire des petits produits, on va dire à moins de 200 €. C'est soit parce que tu as une énorme audience, une énorme audience, et donc tes vidéos vont brasser tellement de personnes que tu peux pas avoir des closers une semaine sur deux où des fois ta vidéo va faire 3 millions de vues et donc tu as besoin de 38 closers, et la semaine suivante ta vidéo elle performe moins, elle fait 300 000 vues et donc tu as besoin de 3 closers, tu peux pas. Donc et donc là tu comprends que la gestion de l'humain c'est compliqué, et donc là je comprends ceux qui font vraiment beaucoup de vues, par exemple typiquement des gros youtubeurs français, ils vont pas s'amuser à faire des ventes par téléphone closing, c'est pas possible. Ouais. Et la deuxième chose où là ça pourrait valider, c'est de faire une sorte de version hybride où tu mets un petit produit, une sorte de produit d'appel qui peut être un groupe school payant avec un petit abonnement, et dedans après tu fais du setting, c'est-à-dire que les nouveaux entrants, moi j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait mais j'aurais dû faire ça. Mon petit produit que je vendais à 19 €, les gens rentraient dans mon accompagnement. Mais je répète, ils étaient aidés à hauteur de 19 €. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils avaient plein de modules de formation, mais personne n'allait les coacher. Personne n'allait les prendre par la main pour s'assurer. Est-ce que tu as bien fait l'exercice? Est-ce que tu as réussi? Ben non, pour 19 €, on lui court pas après. Même on t'envoie un email pour 19 €, t'as même pas envie de répondre à un email, une question. Tu vois? Mais ce qu'on aurait dû utiliser, c'est justement le fait qu'ils rentrent avec un système où des personnes de l'accompagnement les contactent. Non, ça s'appelle le setting, mais à l'époque, ça c'est encore récent, ça fait 2-3 ans que voilà, mais il y a encore 5 ans, personne n'a pensé à faire ça. C'est de les contacter, de voir s'ils avaient des questions, s'ils voulaient aller plus loin, s'ils voulaient accélérer. Et là, l'idée, c'est de les upsell, donc une vente supplémentaire. Vu qu'ils ont déjà mis un pied dedans, ils nous font confiance parce qu'ils ont payé, même si c'est un petit produit, ils rentrent dedans, ils disent, OK, bon, bah, t'as accès à ça et ça, mais est-ce que t'aimerais aller plus loin et avoir directement un coaching, par exemple des coachings terrain ou des coachings en one-to-one, un suivi, et si la personne est intéressée, OK, on se book un call. Et là, tu le closes et tu peux justifier. Imaginons, il a payé, je sais pas, 97 € par mois. C'est son petit produit. Et bah, tu peux lui dire, tiens, bah, l'accompagnement coûte, je sais pas, 1500, 2000, 3000. Bah, je te déduis, là, les 97 que tu as payé, c'est déduit. Et en plus, tu auras cet accès à vie. C'est-à-dire qu'on coupe ton abonnement. Tu vois, donc, tu peux aussi mettre des avantages comme ça qui vont aussi justifier que le prix est plus élevé. Et là, la personne va s'engager sur le long terme et il va payer upfront d'un coup, tu vois, potentiellement des milliers d'euros. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être rentable. Tu vois, tu les fais venir avec un petit produit. Et une fois qu'ils sont dans ton groupe, tu les upsells avec une offre plus élevée. Parce que moi, je dis ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui venaient dans mon groupe. Donc, c'était des concurrents, des coachs en séduction comme ça, qui venaient, on va dire, sous pseudonyme, et qui après regardaient les débutants qui arrivaient, qui étaient perdus, qui posaient des questions comme ça sur le groupe, le Discord. Et après, qui dit, ah, mais si tu veux, je peux t'aider, tiens, on peut aller. Ils allaient sur le terrain, ils montraient 2-3 petites démonstrations, et après, ils leur proposaient, bah, si tu veux, je peux t'accompagner, et là, il est closé. Okay. Il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Mais c'était ma faute, parce que moi-même, je proposais pas ça, donc forcément... C'est pour ça que je pense que c'est très important, lorsque on lance un business, de se structurer. Je pense qu'il faut avoir une méthodologie au début, avant de se lancer, et pas aller à Walligan vraiment en freestyle, parce que je pense que tu peux perdre beaucoup d'argent que tu laisses sur le côté juste parce que t'as pas été structuré. Je pense que vraiment, la méthode de travail va être importante dans tes business, parce que si tu mets toujours cette méthodologie à bon escient, tous les jours, la même méthode, je pense qu'au bout d'un moment, ton travail paye. Tu vas mettre des structurations à droite, à gauche, qui vont faire que ces petites structurations que tu mets en place, à la fin, te rapportera un plus gros gâteau que si tu partais vraiment à droite, à gauche, pas de structuration, pas de méthodologie, bah au final, je pense que tu perds de l'argent en faisant ça, tu vois. Donc, se structurer, je pense que c'est super important pour scale dans ton business, en tout cas. Donc, toi, c'était sur les réseaux sociaux depuis 4 ans, c'est ça?
Janvier 2019. Ça va faire 6 ans bientôt. Ouais. Ça fait 6 ans que t'es sur les réseaux sociaux? Dans 2 mois, ouais. Et t'as combien d'abonnés là aujourd'hui? Je dois avoir, faire le calcul, sur YouTube, 170 000 pour Autocondor, 30 000 pour ma chaîne vlog. Là, je vais créer une nouvelle chaîne, donc là aussi, on va dire 200 000 sur YouTube. Instagram, pas beaucoup, un peu plus de 20 000. Après, Instagram, c'est vraiment le réseau que j'ai mis beaucoup de temps. En fait, il y a un drama, on pourra en parler une fois, mais c'est un drama, c'est horrible. Ce qui m'est arrivé, c'est la pire chose qui m'est arrivée. On pourra en parler, ça peut être intéressant à raconter. Et sur TikTok, je crois que j'ai 2 comptes à 80 ou 90 000 chacun. Donc en tout, ça doit être dans les 400 000. Parce que TikTok, on te voit pas, tu sais que TikTok, on te voit partout, hein. Je sais pas si tu te rends compte. Oui, il y avait un moment donné, ouais, j'ai beaucoup. On te parce qu'en fait, partout. il y a, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est que après ton contenu, il est repris par d'autres. Donc il y a tes vues que toi tu fais sur tes réseaux à toi, mais quand toi tu dis une dinguerie dans une de tes vidéos, quelqu'un reprend cet extrait et il peut faire 1 million de vues. Et des fois, moi j'ai eu beaucoup, même pour Autocondor, mais pour d'autres, j'ai eu beaucoup de séquences de mes vidéos qui ont été reprises. Et des fois, même ou des gens qui font des reacts, donc ils regardent ta vidéo. Donc eux, ils ont rien créé, ils sont comme ça dans leur studio. Ils sont en direct en train de faire un live. Ils lancent ta vidéo, ils la regardent en train de manger. Il fait 2-3 commentaires comme ça, et sa vidéo de son commentaire va faire plus de vues que toi, ta vidéo, où t'as mis 30 heures de montage, t'as dû payer le monteur, t'as dû payer t'as dû motiver 2 candidats pour qu'ils viennent, tu dois payer le caméraman, etc. Oui, bah après, plus on parle de toi, c'est comme Moussa Mamar. À un moment donné, tout le monde parlait de lui. En fait, il était connu partout parce que ses shorts étaient repris comme ça, entrecoupés, voilà, sortis du contexte. Et je sais plus qui disait, il y a pas de mauvaise pub. Si on parle de toi, c'est forcément positif. Ouais, non, je pense qu'il y a quand même des choses où, voilà. Mais c'est pour ça que, pour la petite anecdote là le drama Instagram, et c'est pour ça que ça m'a vraiment fait perdre beaucoup de temps sur Instagram. C'est qu'à un moment donné, on avait un compte sur Instagram qui, je pensais que c'était mon compte en fait. C'était le compte Road to Condor officiel, je sais plus c'était quoi le nom, et il faisait mais vraiment des centaines de milliers de vues. Mais des centaines de milliers de vues, il y avait peut-être 70 000, je sais plus combien, mais des dizaines de milliers d'abonnés. Mais en fait, c'est pas les abonnés qui comptent, c'est comme sur YouTube, ce qui compte c'est le nombre de vues. Parce que t'as des gens qui ont 100 000 abonnés, qui font 3 000 vues par vidéo, donc 3% de l'audience, et t'en as qui ont 10 000 abonnés et qui font 10 000 vues. Et t'en as, et quand moi j'ai débuté en 2019, quand j'avais 20 000 abonnés, je faisais 60 000 vues. Je sais que ça paraît fou, mais c'est ça que... Surtout sur YouTube. Je faisais 3 fois plus de vues que mon nombre d'abonnés. C'est ce qui était n'importe quoi. Donc, ce qui compte vraiment, c'est la visibilité. Donc, c'est les vues. Et ce compte-là, il faisait vraiment des centaines de milliers de vues. Certains shorts, enfin des réels, faisaient des millions de vues. Et le drama, c'était que moi, je pensais que c'était ça. Et à un moment donné, une fois, il y a une fille qui me dit, qui m'envoie un message comme ça. Elle me dit, oui, est-ce que tu peux supprimer, c'était un micro-trottoir comme ça. Elle me dit, oui, est-ce que tu peux supprimer cette vidéo parce que, en fait, je dis des trucs dedans, en fait, je les assume pas trop, tu peux les supprimer. Et je dis, ok, enfin, je vais pour regarder la vidéo et je clique dessus comme ça. Et en fait, moi, je vais sur mon compte à moi et je supprime la vidéo comme ça. Et après, la fille, elle dit, c'est bon. Elle fait, non, mais la vidéo, elle est toujours là. Je fais comment ça? Et là, je reclique dessus et je me rends compte que c'est un autre compte. Parce que moi, en parallèle, j'avais un autre compte Instagram, mais en fait, il avait que 3000 vues ou 5000 vues. Et après, je regarde l'autre compte, 70 000, et je fais, mais attends, mais c'est qui a ce compte? Et là, j'en fais, ah non, mais c'est pas à nous, ce compte. C'est un fan. En fait, il reprend toutes tes vidéos, il poste tes vidéos. En plus, il met le lien officiel. Donc, c'est pour ça que tout le monde pensait que c'était, moi, j'avais des amis à moi qui disaient, moi, j'étais abonné, je pensais que c'était toi. Parce que c'est écrit, il y a ta photo, il y a tout. Il y a ton vrai lien, donc c'est le lien officiel. Donc, tu te dis, mais quel est l'intérêt de faire ça? Et en fait, je l'ai compris après. Mais en fait, il utilisait mes vidéos pour monter un compte à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés pour après le revendre. Et moi, quand je me suis rendu compte que c'était un autre compte, là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des millions. Et en fait, le compte, et ça, c'est horrible, c'est qu'il n'était pas modéré. C'est-à-dire qu'en fait, on prend ton image, on fait des millions de vues avec, et dans les commentaires, parce que quand tu fais des vidéos qui font pas beaucoup de vues, c'est que t'es hardcore fans qui regardent. Donc t'as pas de haters dans les commentaires ou quoi. Mais quand t'as une vidéo qui va buzzer, qui va être virale, et qui va faire plusieurs centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, là, c'est haters sur haters. Tu vois, tous les gens, parce qu'ils vont te découvrir pour la première fois et ils vont émettre un jugement, ils vont dire, ah, mais c'est qui ce mec, ça machin, n'importe quoi, tu vois. Et là, ça va être des insultes, etc. Ou dire, ouais, oui, c'est quelqu'un qui s'est enrichi en vendant des PDF à 3000 €. Tu sais, parce que quelqu'un, il va écrire des choses comme ça, par exemple, ou des choses, ça. Et là, il y a personne pour modérer. Et donc, en fait, non seulement il y avait la frustration de se dire, bah, en fait, n'importe qui, il y a des insultes, etc. Et toi, tu peux rien faire. Et moi, j'essaie de contacter la personne. J'envoyais un DM comme ça, avec mon vrai compte officiel, pour lui montrer que c'était moi, et il répondait pas. Et pendant plusieurs semaines, il répondait pas. Parce que moi, en fait, je voulais lui dire, bah, écoute, je reprends ta chaîne, en fait. Parce que t'as monté la chaîne, moi, je veux juste reprendre la chaîne,
voire lui racheter. En fait, il est bête, hein, ça se trouve, il va regarder la vidéo, il est vraiment bête, parce que moi, j'étais prêt, honnêtement, à payer minimum 5 000, même il aurait 10 000, je pense que j'aurais payé 10 000. C'est-à-dire que j'étais prêt à lui payer, c'est une chaîne qui avait peut-être, je sais pas, 60 000, 70 000, je sais pas combien, et surtout, ça faisait des centaines de milliers de vues. Donc là, quand j'y pense, alors que là, j'ai des fois des reels qui font même pas 10 000 vues, 15 000 vues, 5 000 vues. Là, je faisais x10 en fait. Donc j'imagine même pas avoir 10 fois plus de prospects qui viennent te contacter, que tu peux setter par message, avec des appels que tu peux booker. Donc en fait, moi je rentabilisais pas du tout Instagram. Et en fait, quand après, je me suis dit, en fait, comme il reprend tous mes lives, si je veux entrer en communication avec lui, parce que comme il me répond pas, peut-être qu'il a trop de DM, parce que je pense que lui, il devait faire ça avec un bot ou quoi, qui devait faire ça sur ma chaîne et sur plein d'autres chaînes. Et en fait, il montait des comptes comme ça et arrivait à un certain nombre d'abonnés. Après, il les revendait. Je sais pas combien, mais il devait faire ça. Et ben moi je me suis dit comme il regarde toutes mes vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un live, parce que dans mon live, et je vais faire un short où je vais expliquer et je vais m'adresser à lui et on va sortir ce short là. Comme ça quand lui va vouloir reprendre la vidéo, il va voir que je m'adresse à lui et que je lui propose de lui racheter sa chaîne. Et le jour où j'ai parlé de ça, 2 jours après, j'ai vu le compte, il était supprimé. Enfin, il n'est pas supprimé, il a été revendu. Enfin, tout le contenu a été supprimé. Donc c'est sûr que c'est en lien avec, comme par hasard, il avait le compte depuis 2 ans. Et le jour où je parle de ça, le dimanche, 2 jours après, le mardi, j'ai vu que toutes les vidéos étaient supprimées de son compte et que le nom avait changé et qu'il avait vendu ça à une femme qui faisait OnlyFans. Non. Ouais. Mais un truc OnlyFans. Et il est con parce que je pense qu'elle l'a pas payé. C'est-à-dire que moi, peut-être que ça se trouve, il lui a vendu 1000, 2000, 3000 euros. Moi, ça se trouve, j'aurais payé 10 fois plus cher, en fait. Mais comment tu t'es pas rendu compte quand même que tu as un compte à Instagram qui n'est pas à toi? Tu pensais que les millions de vues que tu faisais, c'était à toi? En fait, au début, c'est quand je marchais dans la rue. Parce que moi, dans ma tête, j'ai toujours été d'abord youtubeur. Et en fait, Instagram, TikTok, c'était en option. Je fais oui, si vous voulez. En fait, j'ai délégué ça. En fait, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Et quand je commençais à me faire de plus en plus reconnaître dans la rue, mais vraiment, il y avait des moments où j'allais en soirée, comme ça, j'allais sur une péniche. Je crois que j'avais compté une fois, il y avait 17 personnes différentes qui m'avaient reconnu en l'espace de même pas 2 heures. Donc à un moment, tu dis, attends, c'est bizarre quand même. Et les gens me disaient, ah, mais c'est toi le gars d'Insta. Non, mais moi, je suis pas sur Insta. Moi, je suis YouTube. Oui, je suis YouTuber. Je suis un peu sur ça, mais pas trop. Parce que moi, je regardais mes statistiques de notre compte Insta qui faisait 3000 vues par short. Et c'est ça, mon énorme frustration. C'est que mon compte Insta, pendant des années, il a jamais décollé. Parce que l'algorithme Insta pensait que j'étais une copie de l'original. Parce que lui, il postait avant moi. D'accord. Et je sais pas comment ça fonctionnait. Et lui, il faisait des centaines de milliers de vues. Et quand moi, je sortais les mêmes shorts, comme c'était une sorte de copie, ça faisait que 3000 vues. C'est comme si moi, j'étais shadowban. C'est-à-dire que le compte officiel était shadowban à cause de lui. Incroyable. Donc en fait, c'est ça qui crée la frustration. Et quand les gens me disaient, non mais en fait, je t'ai vu sur Instagram, je dis non, c'est pas Instagram. Et c'est là où après, je me suis rendu compte que ce compte-là, il était pas à nous. Et ça faisait des millions de vues, des centaines de milliers de vues. Et j'imagine même pas tous les gens qui ont dû me contacter en DM pour demander des collaborations, des placements de produits, des choses comme ça. Et j'ai jamais eu ces messages-là. Et donc là, après, je suis reparti quasiment à 0, mais c'était compliqué. Et du coup, donc toi, t'as pas trop utilisé finalement Instagram dû à cette péripétie, mais t'as utilisé quand même TikTok, YouTube, Twitter peut-être, non? Non, uniquement TikTok et YouTube. Ouais. Donc, toi, un petit peu, qu'est-ce que tu dirais un petit peu à l'audience par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que ça scale tes business? Parce que moi, ce que j'ai vu des infopreneurs, et même moi, j'avais fait un petit testing, etc. Quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on a un peu de visibilité, etc., ton business, franchement, il augmente beaucoup plus rapidement que si tu étais dans ton coin où tu voulais pas un petit peu t'exposer. Moi, j'ai jamais voulu trop m'exposer, pour être tout à fait honnête, jusqu'à ce que je comprenne au bout d'un moment que c'était quelque chose d'important. Quand tu veux aller scale à un autre step pour ton business, tu es obligé de t'exposer pour avoir une visibilité plus grande et une audience plus large. Donc, je pense que honnêtement, aujourd'hui, la visibilité fait que ça te rapporte beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc toi qui as des millions de vues et qui as des centaines de milliers d'abonnés, est-ce que pour toi les réseaux sociaux t'ont fait scale au niveau du chiffre d'affaires? Après moi j'ai connu que ça. J'ai jamais vraiment tout explosé en ads, mais là tu parles de visibilité. Mais c'est visibilité et surtout de la confiance que tu crées, parce que quelqu'un qui va bourriner dans les ads, il sera visible partout. Mais les gens vont pas forcément lui faire confiance parce qu'ils vont le découvrir sur une publicité de 30 secondes, 1 minute. Il va faire des promesses. Tire l'arigot. Voilà, on connaît. Et les gens vont dire mais est-ce que c'est vrai? Ils vont montrer 2-3 images. Mais est-ce que c'est vrai? Ça se trouve c'est un menteur? Est-ce que c'est vrai tes images ou quoi? Alors que le fait d'être sur les réseaux, de créer du contenu, tu vas bâtir une audience sur le long terme. Et là tu crées du lien en fait. Tu crées un lien de confiance avec ton audience. Donc pour te répondre, faut être vraiment sur toutes les plateformes. Quand tu fais un short, un format court, faut le mettre à la fois sur TikTok, à la fois sur Insta et à la fois sur YouTube Short.
Après, les formats longs, c'est aussi la force de YouTube. C'est pour ça que YouTube, ça reste très, très puissant parce que déjà, c'est pas un vrai réseau social, c'est un moteur de recherche, YouTube. Donc, en fait, quand tu es bien positionné sur des recherches de mots-clés sur YouTube, c'est encore mieux Google, parce que maintenant, les gens ne veulent plus avoir un article écrit, ils veulent avoir une vidéo marrante de quelqu'un qui va accaparer leur attention avec un bon hook, qui va être drôle, sympathique, et qui va aller droit au but et faire rêver. Donc après, c'est pour ça que le fait d'être présent sur les réseaux, de créer ce lien, quand toi, tu vas vendre une offre, même si après tu passes en ads, donc en publicité payante, les gens disent « Ah, mais je le connais, lui, je sais quand il dit quelque chose, je lui fais confiance parce que je l'ai suivi, j'ai vu ses vlogs, j'ai vu son lifestyle, je sais que c'est pas un mensonge. » Parce que quelqu'un que tu découvres comme ça en 30 secondes, il peut louer un bateau, il peut faire n'importe quoi comme ça pour une ads, voilà. Mais quand tu vois quelqu'un qui vit dans un endroit, qui fait ça au quotidien, tu peux pas mentir. Ouais, tu peux pas tricher. Non, donc c'est ça aussi qui va faire la différence. Voilà, pour moi, c'est presque kamikaze, suicidaire pour de vouloir commencer à générer de l'argent sur Internet avec un business en ligne uniquement avec les ads, en commençant par les ads. C'est-à-dire que le coût par lead va coûter beaucoup, beaucoup plus cher par rapport à si tu avais commencé à d'abord te montrer visible, tu montres ton authenticité. Ça, je pense que ça, c'est le futur, je pense, de la création de contenu, c'est de se montrer plus authentique. Là, il y a eu trop de montage, un peu à la MrBeast, Squeezie et compagnie, où en fait, les gens en ont marre, ils ont un peu saturé de tout ce qui est TikTok ou quoi, où ça va trop vite, c'est trop rapide comme ça, on n'a plus le temps de, même maintenant, les Pixar et compagnie, c'est pas, ça part dans tous les sens. Et il y a quand même sensation que les gens, tu vois, avec moins de montage, moins de coupures, où tu laisses plus le temps de réflexion, le temps où la personne va se confier, va montrer ses erreurs et là les gens préfèrent ça en fait. Ce qu'on a pu voir, ce que j'ai pu voir aussi un peu sur YouTube, on voit que les vlogs sans filtre revient à la mode et on voit que ça, au niveau de l'audience, il y a beaucoup plus de vues que des vidéos où il y a trop de montage, etc. Ça, c'est vrai ce que tu dis. Je pense que il faudrait plus priver le sans filtre. Les gens, ils ont besoin de voir vraiment la vraie vie. Il faut arrêter de mentir aux gens, de croire que tout est beau, tout est rose. Non, il y a des échecs, il y a des erreurs qu'on fait, il y a des réussites, il y a des problèmes qu'on a aussi. Donc, il faut montrer tout ça. Je pense que c'est la vraie valeur de ton authenticité et les gens vont plus te faire confiance parce que tu montres tout, pas que les réussites, mais aussi les problèmes et les échecs. Donc, je pense qu'il faut aussi se lancer sur la sincérité, quoi. En parlant de sincérité, on vit à Dubaï. On vit dans un pays, dans une ville qui est beaucoup sur l'apparence. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi qui viens d'arriver à Dubaï? C'est quoi un petit peu ta vision de Dubaï? Est-ce que tu t'y plais déjà? Est-ce que tu t'y sens bien? Qu'est-ce que tu penses de Dubaï un petit peu? Alors la question, j'en ai tellement parlé dans mes lives, mais c'est vrai que les 3 gros avantages de Dubaï qui m'ont fait venir. Alors, est-ce que c'est Dubaï que je recherchais ou est-ce que c'est le fait de quitter la France qui me poussait plutôt? Peut-être, je pense, un mélange des deux. Mais parce qu'en fait, Dubaï a ce que la France n'a pas, c'est-à-dire un beau temps. Bon, en tout cas, moi, j'étais dans le nord. Enfin, j'étais à Paris, donc c'est très rare. Là, si je regarde la météo parisienne, là, c'est une catastrophe. J'ai vu, il fait -1 degré, il fait froid. Voilà, c'est une catastrophe. C'est horrible. Donc, la météo. Ça, c'est vraiment, déjà, je le voulais, mais là, je vois la différence ce matin. Par exemple, je me suis levé. Moi, bon, t'as vu, j'ai une grande terrasse, un grand balcon. Je mange mon petit déjeuner. Je suis en calbute comme ça, en train de bronzer avec mes lunettes de soleil, en train de manger mon petit déjeuner, une petite vidéo comme ça, tac, tac. Et tu commences, hier soir, je suis allé à la piscine de The Grand à côté. Ah ouais, où là, on a discuté comme ça. C'était cool. Même, j'ai croisé mes enfants. Ah oui, je vais y venir. Et en fait, c'est pas la même vie. Donc, juste les 3 choses. C'est, le temps, la sécurité. Enfin, c'est ici, c'est impossible qu'il t'arrive quelque chose. C'est que là, tu te balades avec ta montre, il y a rien en fait. Alors que j'imagine, tu vas pas aller à Paris te balader comme ça. Jamais tu vas faire ça. Pour la petite anecdote, j'ai acheté cette montre quand je suis arrivé à Dubaï, parce qu'en France, pour moi, c'était inconcevable d'avoir une montre à pratiquement 100 000 euros où tu traînes. Mais c'est sûr, tu fais comme dans Fortnite, tu te mets la cible sur toi comme ça. Moi, je me suis fait cambrioler déjà 2 fois. J'habitais à Neuilly-sur-Seine. En fait, les gens, Paris, c'est une petite ville, donc tout le monde sait un peu ce que tu fais, etc. Et tout de suite, t'attires les convoitises dès que tu fais un peu de chiffre d'affaires. Donc, moi, au bout du 2e cambriolage, je me suis dit, allez, stop. J'ai mes agences qui tournent, c'est super bien. J'ai des courtiers un peu partout en France, même dans le monde. Donc, je me suis dit je viens à Dubaï. En plus, le cadre de vie est sympathique, il fait chaud, il fait beau, moins d'impôts. Donc, pourquoi se refuser ça? Non? Ouais, là, ils viennent d'annoncer, là, un exemple. Là, c'est ce matin ou je sais pas quand, là, alors à confirmer parce que c'est tout nouveau.
Bon, vous, ça sera un décalé, mais Inoxtag, là, il s'est fait cambrioler, je sais pas quoi, et apparemment séquestré, peut-être même avec ses parents, je sais pas quoi, un truc un peu comme ça. Donc, tu vois, à Dubaï, c'est impossible qu'il arrive un truc comme ça, tu vois. C'est impossible. Non, mais ici à Dubaï, pour la petite anecdote, j'ai entendu dire juste avec des amis, ils sont battus en sortie de boîte de nuit. C'est tout de suite prison, hein. Ah oui. Ah, tout de suite prison. Ça rigole pas ici, hein. Tu tiens carreau, t'es dans un pays, t'es dans une ville, qui respecte les lois, tu fais un écart. Terminé. Fin du jeu. Et c'est pour ça que tout le monde respecte. Terminé. Personne s'embrouille, tout le monde. Tout le monde respecte, tout le monde s'embrouille. Y a pas de vol, y a rien, c'est pas possible. Sinon, tu risques ta vie. Tu risques vraiment ta vie. En France, t'as vraiment cette liberté. Bon, ok, t'as le droit à l'erreur. Non, ici, y a pas d'erreur. T'as fait une faute, tu payes. Fin. C'est comme ça que ça se passe à Dubaï. Donc, c'est vrai que la sécurité rentre en jeu. Après, les gens, ils viennent pas que pour la sécurité et les impôts. Il y a aussi un vrai avantage aujourd'hui. C'est grâce à ça aussi on est là. C'est vraiment le networking. Je pense aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui te fait vraiment scale dans tous les compartiments, que ce soit businessment parlant, mentalement, ou même personnellement, tu vois. Donc, toutes les personnes qui réussit aujourd'hui en France ou partout dans le monde, viennent et se retrouvent à Dubaï. Si tu te rends compte, parce que Dubaï, ça coûte cher. Il faut dire aux gens, pour moi, venir habiter à Dubaï, il faut qu'au minimum, hein, t'aies 50 000 euros de côté. Ah oui, de côté, tu vois, ok. Et en revenu, tu dois payer la société. La société, c'est entre 7 et 10 000 euros, ok? Tu dois payer résident, mutuelle. Voilà, visa résident, mutuelle. La mutuelle. Et surtout l'appart qu'il faut upfront un an d'avance. Un an d'avance, c'est tout de suite. Nous, on habite à Adresse, donc c'est tout de suite 30, 40 000 euros. Pour toi, t'as un 2 chambres, donc c'est peut-être 50, 60 000 euros d'un coup. Ensuite, si t'as des enfants, tu vas les mettre à l'école. À l'école, c'est tout de suite 20, 30 000 euros par enfant. Non, pour moi, il faut minimum 50 000 euros avec toutes les assurances après, tous les DIWA, les air conditionneurs qu'il faut payer, etc. Enfin, tu t'en sors pas. En fait, à Dubaï, t'as l'impression de tout le temps payer, tu t'en sors pas. Donc, tous ceux qui viennent à Dubaï, c'est qu'ils ont des business qui tournent ou ils ont fait de l'argent automatiquement. Sinon, tu peux pas venir à Dubaï. Donc, le networking, c'est super important parce que du coup, tu es entouré que de personnes qui ont, entre guillemets, réussi professionnellement, d'accord, et qui te permettent de développer parce que t'avais pas vu ce point de vue-là, donc tu testes ce point de vue-là qui fonctionne. T'avais pas vu ce moyen-là d'acquérir des nouveaux clients, donc tu adoptes sa stratégie. Donc, automatiquement, ça te fait gagner du gain de temps et du chiffre d'affaires. Ouais, donc pour te répondre par rapport à Dubaï, moi, le déménagement s'est bien passé, même c'est toujours un peu stressant le déménagement, surtout quand tu pars dans ta valise avec 2 enfants et aussi la maman, parce que même si on est séparés depuis plus de 8 ans maintenant, l'équation elle était très simple. C'est soit elle accepte de mon projet, c'est-à-dire de venir avec moi à Dubaï et donc avec les enfants. Parce que j'aurais pas pu partir seul avec les enfants. Donc ça, c'était en fait la grande difficulté, c'était d'arriver à convaincre la maman de quitter la France et d'aller à Dubaï. Donc c'était ça le vrai challenge. Et en fait, quand on est venu ici, on a vu, c'est nickel. Moi, j'avais juste peur par rapport à mes enfants de quitter leurs amis. Est-ce qu'ils allaient bien se familiariser, se faire des amis. Donc là, c'est le cas. Donc maintenant, ça se passe très très bien. En plus, toi, ils sont à la Swiss School. Sur la Swiss School, ouais. C'est une des meilleures écoles à Dubaï. Hein. Après, oui, c'est ce qu'ils disent. Tout le monde va dire, oui, ça, c'est la meilleure école. En école, en école francophone, oui, c'est une des meilleures du monde, ce qu'ils disent. Mais en fait, c'est 80% des cours sont en anglais. Donc, mais au final, je me dis tant mieux, parce que là, ils vont devenir très très vite. Déjà, là, ils parlent très très bien anglais, alors que c'est une catastrophe. Il y a 6 mois, c'est 3 mots, à la française. Donc, ils parlaient 3 mots. Là, je pense que dans même pas 2-3 mois, ils seront parfaitement bilingues. Donc là, c'est un cadeau que je leur fais. Je me dis, là, ils grandissent. Vu que c'est 30 000 euros la scolarité par enfant, tous les camarades de classe qu'ils ont, c'est des fils de personnes tu vois, après, qui ont l'argent. Donc en fait, le réseau qu'ils vont se faire, là, les meilleurs amis qui vont se faire, c'est le contact. C'est ça en fait que je paye en fait, parce que ça vaut pas. Il y a rien qui vaut 30 000 euros l'année. Enfin voilà. Par contre, le fait d'être entouré de fils de millionnaires, faut dire la vérité. Hein. Quand je vais à la sortie de l'école, il y a que des Rolls-Royce, il y a que des Lamborghini et compagnie. C'est comme ça, des Ferrari. C'est un autre monde. Et je me dis, en fait, là, les enfants, par exemple, là, mon fils, il s'est fait inviter par un camarade de classe, qui l'a invité à le meilleur parc d'attractions, je sais plus comment il s'appelle. L'Atlantis? Est-ce que c'est Motion Gate? Je sais pas si c'est Motion Gate ou un autre. Je sais plus. Et un parc d'attractions. Et en revenant, donc il a été invité, hein. Et la maman m'a dit, ah oui, au fait, je lui ai pris un pass. Donc déjà, c'est les parents qui lui ont payé l'entrée. Et dit, ah, mais en fait, je lui ai pris un pass annuel. Voilà. Tac.
Donc je sais pas comment ça coûte, mais je vais pas aller. Mais incroyable. En fait, c'est ça en fait, parce que comme ça, il pourra venir plus fréquemment jouer avec son fils. Non mais je lui prends le pass illimité à l'année, le truc fast track, je sais pas quoi, truc rapide. Comme ça, oui, quand on refera des sorties, comme ça, au moins lui aussi, il aura déjà sa carte, c'est pas prise de tête. Incroyable. Et c'est que ça. Donc ça se trouve, là, des fois, il aura des anniversaires comme ça sur des bateaux, sur un hélicoptère ou j'en sais rien. C'est un autre monde en fait. Donc c'est aussi pour ça que le départ à Dubaï, pour moi, c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre. Moi, j'ai pas vécu ça, tu vois. Donc, mais après, j'offre ça à mes enfants. Si je dois donner quelques points négatifs de Dubaï, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas tout beau tout rose. Pour moi, déjà, le problème, c'est que c'est un vrai, il y a un vrai turnover à Dubaï. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes avec qui tu vas parler aujourd'hui, dans 2 ans, peut-être elles seront plus là. Dans 3 ans, c'est peut-être aussi le cas pour tes enfants, tu vois. Tu vas avoir des personnes ils vont se faire amis avec des personnes, et peut-être dans 1 an, le papa doit partir à l'autre bout du monde et il doit prendre ses enfants et les mettre dans une autre école. Et c'est pareil pour moi, et de ce que j'ai remarqué en 4-5 mois maintenant que je suis à Dubaï, c'est que il n'y a pas de réelle amitié. Tout le monde sait qu'au bout d'un moment, tu vas devoir partir pour tes business respectifs, ou peut-être parce que tes business ne fonctionnent plus, ou peut-être pour des raisons de santé, pour plein de raisons, tu vois, possibles. Dubaï, c'est vraiment un hub, il y a un vrai turnover. Donc, ce que je dirais aussi sur Dubaï, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'hypocrisie, entre guillemets, où les gens vont te parler aussi, ça revient un petit peu au networking, mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup vont te parler, vont te chouchouter entre guillemets, mais au bout de 3 mois vont t'oublier et ciao, ils ont eu ce qu'ils avaient à faire avec toi, ils t'ont utilisé, ils ont pris ce qu'ils avaient besoin et maintenant ça te parle plus et fin de l'histoire quoi. Ça c'est beaucoup Dubaï, c'est beaucoup orienté sur l'hypocrisie et surtout sur le bénéfice qu'a l'autre de pouvoir le prendre et après de partir. Moi, c'est ce que j'aime pas à Dubaï et franchement, j'aimerais bien avoir un peu d'authenticité. Si je dois parler d'authenticité, c'est vraiment sur l'aspect social où les gens doivent être normal, tu vois. Ok, on a tous fait de l'argent, ok, on fait tous de l'argent, mais on est des êtres humains. On peut avoir des amis, on peut rigoler tous ensemble et pas tout le temps calculer à droite, à gauche. Ok, lui il peut m'apporter ça, lui il peut m'apporter ci. C'est peut-être ça que je trouve ça dommage à Dubaï. Et si je devais donner un petit inconvénient, ça serait cet aspect-là. Après, je sais pas toi, t'en penses quoi, mais ouais. Après, c'est vrai que l'été il fait très très chaud, trop chaud, beaucoup trop chaud. Après, je pense que pour les rencontres c'est très difficile Dubaï. Alors faut sortir, faut vraiment sortir. Après. C'est marche ou crève quoi. Donc après c'est pour ça, il y en a qui vont voir ça comme du positif et d'autres ça peut mettre la pression de se dire que justement faut accepter de rentrer dans la roue et d'aller à 120 à l'heure et que c'est comme ça, et si toi tu tournes pas à 120 à l'heure, tu sors de la roue et tu t'es éjecté. Si tu fais pas de chiffres, attention à Dubaï de ce que j'ai remarqué moi je l'ai vu après, Dieu merci pour nous, ça se passe super bien, mais moi j'anticipe, j'ai vu des gens à Dubaï qui cartonnaient, qui avaient des amis partout à Dubaï et que dès que leur business ont chuté ou ça allait moins bien, là bizarrement plus personne leur parlait. Et c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est la roue. Il faut toujours faire de l'argent parce que c'est en faisant de l'argent tu vas avoir toujours des contacts etc. Mais dès que ton business chute un petit peu, là tu vois qu'il y a plus grand monde quoi. Donc c'est vraiment peut-être cette idée-là que je trouve un peu compliquée à Dubaï. Mais bon, tu me diras, il y a des problèmes un peu partout et c'est à toi d'être résilient et d'avoir cette motivation et de te dire bon, ok, c'est comme ça, c'est la vie et maintenant tu fonces quoi. Voilà, je pense que c'était la fin de ce podcast. On s'est pas mal débrouillé, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, premier podcast pour moi. Premier pour moi aussi. Donc, on a essayé de développer un petit peu nos idées, parler de ce qu'on savait et de ce qu'on sait faire. Parler aussi un petit peu des points positifs et des points négatifs de Dubaï. Donc, si vous avez aimé ce podcast, je vous laisse vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business du courtage en assurance, que vous êtes en France ou à l'étranger, avec une simple connexion Internet, un ordinateur et un téléphone, vous pouvez déjà générer vos premiers 5 000 € au bout de 90 jours. Et pour ceux qui veulent se lancer, je vous laisse cliquer dans le lien dans la bio où vous allez avoir toute l'information. Vous pouvez prendre un call avec mon équipe ou moi-même. C'est totalement gratuit et on passera à l'action avec vous. Seb, ça a été un plaisir. Merci pour toi. Merci à toi pour l'invitation. Et écoute, ça a été un plaisir et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao les gars. Ciao.